de clé autodidacte. L'accès à Internet permet à tout à chacun de se documenter dans tous les domaines et permettre aussi d'utiliser la technique copier-coller, le plagiat autrement dit, ce qui n'est pas le cas pour ce qui va suivre. Tout a débuté en décembre 1974. J'ai esquissé un nouveau concept sur la matière qui a pu se formuler et qui déduisait que notre planète avait un défaut de masse et qui déduisait, d'après les calculs, un défaut de masse de notre planète. À cette époque, ce défaut n'était connu que dans le microcosme, d'infiniment petit. Ce constat fut identifié par les expériences du docteur Daniel R. Long de l'Eastern Washington University et du docteur Eric R. Ledway de l'Imperial College of Technology and Science. J'étais arrivé à la même déduction théoriquement. La perspective était que l'équation de Newton était à compléter dans sa nature d'expression. Parallèlement, un modèle théorique sur le proton fut proposé à la Physical Review et à El Nuevo Cimento, dont j'ai eu des réponses. Par contre, pour la Rutherford and Appleton Laboratory, je n'ai jamais eu de réponse. La particularité de ce modèle était qu'il s'était réalisé arithmétiquement. Lorsque nous parlons de désintégration, il faut aussi parler d'intégration. Donc, ce défaut de masse dans le macrocosme a été constaté bien plus tard. Ce défaut de masse de notre univers n'a pu s'expliquer et il fut interprété par la matière noire qui est l'équivalent du nombre de poissons de Dirac. Notre univers n'existe que par la gravitation. Aussi, je trouvais de nouvelles expressions qui ouvraient de nouvelles pistes d'investigation. Ces dernières aboutissaient à des résultats qui se retrouvaient dans des situations différentes de réflexion. Les expériences, les observations, voire les théories, valident ce qui est théorique. L'univers se décrit, certes, notamment en cause et effet, mais aussi en fonction-relation. Suite à ce défaut de masse, il a été trouvé qu'il existe une seconde orbite géostationnaire pour notre planète. C'est au fur et à mesure que les expressions se sont structurées pour configurer la logique relativiste, qui résume les résultats obtenus. À ce sujet, il a été constaté dernièrement que la constante de gravité sur Jupiter diminue, mais qui, paradoxalement, retrouve sa valeur au niveau de notre système solaire. Tout comme sur Terre, cette constante de gravité varie au gré de sa surface, tout comme l'accélération. C'est ici que la notion espace-temps intervient. Comme il est admis qu'aucune particule ne dépasse la vitesse de la lumière, alors que l'effet Cherenkov se manifeste, et que le paradoxe d'Olbert interroge. De plus, il a été constaté qu'expérimentalement, l'effet thermique influe sur cette vitesse de la lumière. Il est censé alors de reformuler ce concept de matière. Et qui dit matière, dit énergie. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, disait Lavoisier. Mais dans cette situation, il ne peut s'appliquer que dans un système hermétique. Si la relativité a ouvert de nouveaux horizons sur l'aspect de notre univers, elle n'est qu'une étape sur le chemin de la recherche scientifique. Tout
tout système tendant à l'absolutisme est le meilleur stimulant de la créativité. Par son caractère fixiste qui détermine tout enseignement didactique, escamotant la genèse même de la connaissance, permet d'accéder à de nouveaux concepts. Car donner le point d'une connaissance, c'est circonscrire l'esprit autour de cette dernière. La replacer sur une lignée, c'est donner à l'esprit plus de chances de la poursuivre dans une dynamique de la perspective. Nous pouvons bénéficier de la première sorte de connaissance tout en ayant l'intuition de la seconde. La science, c'est-à-dire les scientifiques, n'échappe pas à la force d'inertie qui caractérise toutes les opérations humaines, non frappées du sceau de l'inquiétude. Précisément pour la raison que le but, avoué ou non, est de s'en débarrasser. Il est remarquable de constater que dans tous les domaines des activités humaines, combien l'esprit novateur s'émousse à l'approche du point de la reconnaissance sociale, souvent inconsciemment désirée par le surmoi de l'individu. À ceci près que certains trouvent devant eux un modèle de réalisation et une masse dynamisante que d'autres ne connaissent pas. Seulement, il n'existe pas de scientifique modèle, il n'y a de théorie unique. Il reste un homme, un tempérament, et qu'il réagisse ou non selon ses impulsions inconscientes, seuls ses pairs lui donnent vie, à lui et à ses découvertes. Sous cet angle, la barrière dressée dans les différents créneaux d'activité selon les critères d'utilité publique peut être facilement remplacée par celle qui fait le départ entre le créateur sollicité par le public et celui qui en fait abstraction. Arrivé à ce stade de classification, il convient d'éliminer également la notion de sens moral, intimée par la vie sociale. Le créateur rejette dans son ensemble toute référence à la normalité, pour découvrir sa propre définition qui, une fois mise en relation avec la définition sociale, aboutira à la structuration d'un champ d'investigation intra-extérieur dont chaque point correspondant à un domaine donné débouchera sur une potentialité de découverte. Cependant, les créateurs semblent se raréfier, et il est vrai qu'ils sont difficilement identifiables de leur vivant. Mais il faut sans doute rechercher la raison majeure de cette lente disparition dans les différentes espèces de récupération. Le génie en puissance devient une valeur sûre, activement recherchée, et par le fait même progressivement dépréciée. La réalité de l'existence est une illusion. Le rêve en est sa graine. L'irréalité est le rêve. L'amour en est son fruit. Entre le réel et l'irréel, entre la graine et le fruit, c'est tant de temps. Je vous remercie de votre attention.
Thank you.